Oui, donc là, c'est à Jean de prendre la parole pour faire entamer le panel d'ouverture. Oui, bonjour tout le monde. Dès le point de départ, on a eu des conférences d'ouverture qui me semblent extrêmement pertinentes. Merci, Dr. Yves. Merci, M. Deneau. J'aimerais revenir juste un petit peu sur la présentation de M. Deneau qui pose des questions importantes sur la façon dont l'air et l'éducation de la santé environnementale devraient être abordées. Essentiellement, il questionne l'importance démesurée des sciences exactes versus des approches plus sensibles issues des humanités. En conclusion de sa présentation, M. Rive mentionnait d'ailleurs l'importance de cette interdisciplinarité, l'importance de pouvoir communiquer ensemble les uns avec les autres. Ce qu'il souligne, M. Dano, aussi, c'est des deux conséquences, c'est que souvent le discours scientifique trop pointu parle moins au commun des mortels et il est essentiel de pouvoir bien communiquer les choses. Et en même temps, une approche qui est vue trop souvent très scientifique ouvre la voie des solutions techniques et scientifiques comme la captation du carbone qui s'avère être coûteuse et partiellement efficace dans un contexte d'urgence. Il y a une nécessité d'équilibrer les sciences exactes et les humanités en ouvrant notamment la philo aux arts, à l'esthétisme. L'appel à un changement de paradigme, souhaiter moins, produire moins, posséder moins, on parle de décroissance, versus produire plus, posséder plus, l'échec du politique et du capitalisme dans un monde où l'espace et les ressources sont limités. Donc, l'essor des changements climatiques, la perte de biodiversité s'impose à nous, qu'il nous dit, et oblige à repenser l'économie, à penser l'économie en fonction de la nature, du vivant, du territoire et du climat. Donc, il est essentiel de mettre de l'avant un nouveau discours. Ricardo Petrella dirait une nouvelle narration du monde qui vont intégrer davantage les sciences et les humanités, que ce soit suffisamment sensible, percutant et persuasif pour amener le monde à s'engager concrètement pour le bien du monde. Et s'engager est le mot-clé pour moi un peu là-dedans. Je suis bien heureux de vous retrouver toutes et tous. On est plus d'une centaine par écran interposé. Votre présence témoigne de votre engagement et suscite l'espoir dans un monde qui a besoin de vous plus que jamais. Donc, ceci dit, nos panélistes, nous avons 3 panélistes pour ouvrir ce colloque. Je vais commencer par Nathalie dans l'ordre de parole inverse. Donc, Nathalie Robitaille, qui est inhalothérapeute de formation. Nathalie a travaillé au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, au CHUM, pendant plus de 23 ans. Elle dirige maintenant l'organisme à but non lucratif Synergie Santé Environnement, qui a pour mission d'accompagner les établissements de santé et de services sociaux dans leur démarche en santé environnementale et en développement durable. Engagée socialement, entre autres avec Au Secours, avec la Fondation Rivière et l'ACUPER, Nathalie compte près de 35 années de bénévolat. Ses 3 enfants, ses 15 ans de bénévolat en milieu scolaire, ainsi que son terrain de maîtrise avec des ados, lui ont permis de bien connaître les jeunes. Elle détient une maîtrise en sciences de l'environnement où elle s'est intéressée à la santé environnementale auprès des étudiants. Elle va nous parler pendant le panel, entre autres, de l'importance de développer chez les jeunes un pouvoir agir essentiel à leur engagement. Et vous pourrez la retrouver plus tard en atelier où elle nous présentera comment aborder les enjeux environnementaux actuels, comment contrer le phénomène grandissant de l'éco-citoyenneté, de l'éco-anxiété et de susciter le désir d'agir chez nos jeunes. Le deuxième intervenant, c'est Samuel Rainville, qui est fraîchement de retour de Glasgow, où il participait à la COP 26. Samuel est ambassadeur pour l'organisme Mikana, qui signifie chemin en langue Anishinaabe. Les membres de la nation Innu de Pessamit travaillent à titre de professionnel sur les dossiers autochtones à l'Université de Montréal. Il est détenteur d'un certificat en sciences de l'environnement et d'un diplôme de 2e cycle en éducation relative à l'UQAM.
ainsi que d'un baccalauréat en études internationales et en langue moderne de l'Université Laval. Son objectif, quand il suivait son bac, c'était de travailler à l'international. Pour la petite histoire, un jour, avant de partir à l'étranger pour faire de l'aide humanitaire, sa mère lui a dit « Tu n'as pas besoin de faire le tour du monde pour aider les autres, on a aussi des besoins d'aide ici. » Ça lui est resté dans la tête. Son implication actuelle en témoigne. Il s'intéresse particulièrement à la valorisation des savoirs autochtones et au processus d'affirmation identitaire et culturelle chez les jeunes autochtones. Donc, il va nous parler, entre autres, de la relation au territoire ainsi que de l'approche autochtone en matière de santé qui pourrait nous inspirer en matière de santé environnementale et face à l'urgence climatique. Et enfin, qui débutera ce panel, Lise Parent, écotoxicologue. Lise est professeure et directrice du comité des programmes en sciences de l'environnement à l'Université de TÉLUQ. Ses recherches portent sur les effets des perturbateurs endocriniens sur l'environnement et la santé humaine, en adoptant une approche écosystémique de la santé. Elle est membre du Symbiose, qui est le centre de recherche interdisciplinaire sur la santé, le bien-être, la société et l'environnement. Du CIROD, qui est le Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable, du RRSPQ, du Réseau de recherche en santé des populations du Québec, du CREPA, et ce n'est pas la maison de la crêpe comme le suggère la première entrée quand on regarde sur notre moteur de recherche, mais bien le collectif de recherche éco-santé sur les pesticides, les politiques et les alternatives. Elle est finalement aussi associée au Centre de recherche en écotoxicologie du Québec. Elle est cofondatrice du Réseau des femmes en environnement, dont elle nous parlera, et vice-présidente du conseil d'administration d'Action Cancer au sein Cancer du sein du Québec. Et en plus de tout ça, elle trouve le temps d'être là parmi nous aujourd'hui pour ce panel et par la suite lors de l'atelier Ma santé au quotidien. Donc, qui de mieux pour nous éclairer sur le concept de santé environnementale et nous aider à cheminer dans un monde où les liens qui existent entre la santé humaine et celle de notre environnement demeurent difficiles à intégrer. Donc, elle nous parlera entre autres de l'exemple des perturbateurs endocriniens. Donc, sur ce, je te cède la parole, Lise, pour environ 8 minutes. Merci, Jean. Alors, il me fait extrêmement plaisir d'ouvrir ce panel sur le thème du colloque de l'AQPER, Tout un monde en santé, enjeux pour l'éducation relative à l'environnement. Alors, pourquoi de parler de tout un monde en santé? Bien, c'est parce que notre santé est tributaire de la santé de l'environnement, des écosystèmes, puis qu'on ne peut pas parler de santé si notre environnement, lui, n'est pas en santé. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on regarde ensemble comment on fait pour définir la santé environnementale. Là, j'ai une vieille définition qui n'a pas beaucoup évolué depuis 1994, qui était proposée par l'Organisation mondiale de la santé, mais on va voir plus tard là, que c'est en train d'évoluer. Le Dr. Reeves en a parlé tout à l'heure. Alors, la santé environnementale comprend les aspects de santé humaine, y compris la qualité de vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Moi, personnellement, je trouve que cette façon de définir la santé environnementale est très centrée sur l'humain et puis qu'elle devrait être plus englobante puis portée sur des écosystèmes dans leur ensemble. Je pense même que la prise en compte de la santé des écosystèmes, que ce soit de la qualité des lacs, des rivières, des sols, de l'air, pour maintenir la biodiversité de la faune et de la flore de ces milieux, est un gage de santé. Plus encore, je pense que d'observer ce qui se passe dans la nature et d'agir pour maintenir la santé des écosystèmes est probablement le premier pas à faire si on veut avoir une bonne santé environnementale, incluant celle de l'humain. Je vais essayer de vous démontrer dans cette courte présentation-là, en prenant des exemples que je connais bien, là, ce soit la contamination environnementale. Alors, tout à l'heure, Jean, en me présentant, a dit que j'étais un écotoxicologue, une écotoxicologue. Alors, qu'est-ce que ça fait dans la vie, une écotoxicologue? Bien, ça travaille sur la présence des polluants dans l'environnement, leurs sources, leur devenir, puis leurs effets sur la flore et sur la faune. Souvent, on observe ce qui se passe dans l'environnement pour détecter des problèmes de contamination.
Alors, par exemple, on peut voir, on peut identifier qu'il y a une disparition des oiseaux dans les campagnes, ou bien la disparition des abeilles. Hein. On parle beaucoup de la santé des abeilles. Alors, on essaie de comprendre pourquoi la santé de ces petites bêtes est compromise. Puis, avec des travaux qu'on fait en laboratoire ou sur le terrain, ça nous permet de faire des liens. Par exemple, avec l'usage des pesticides, hein, les néonicotinoïdes, puis le déclin des abeilles. Un autre exemple que je pourrais vous donner sur les perturbateurs endocriniens, entre autres la quantité de PBDE, vous savez, les PBDE, des retardateurs de flamme, qu'on peut retrouver par exemple dans les goélands qui fréquentent des sites d'enfouissement sanitaire. Puis on a découvert que ces oiseaux sont contaminés par ces substances qui proviennent de où, de quoi, mais du matériel électronique qui est enfoui. Alors, je pourrais vous donner une multitude d'exemples comme ça ou d'études du même genre qui ont permis de mettre le doigt sur un bobo environnemental. On parle de santé environnementale, alors moi, je vous parle de bobos environnementaux. Alors, bref, tout ça, c'est pour dire qu'il existe une panoplie de chercheurs et de chercheuses qui en savent beaucoup sur les polluants, sur les écosystèmes. Finalement, moi, j'appelle ça sur la santé de l'environnement, sur la santé environnementale. Maintenant, lorsqu'on s'intéresse aux effets des différents polluants sur la santé humaine, c'est autre chose. Là, je vous parle des polluants, là, des micropolluants, parce que c'est beaucoup plus complexe. Et puis, pour pouvoir faire changer des choses, tantôt, le docteur Reeves l'a dit, hein, il a parlé de l'ours polaire qui faisait verser une petite larme. Et puis, mais par contre, on est capable de quantifier les effets sur les humains. On peut faire changer les choses. Mais moi, j'aimerais qu'en regardant l'ours polaire, on puisse faire changer les choses aussi. Alors, un peu comme il le disait aussi, quand on s'intéresse à la santé environnementale, souvent l'observation des risques sur la santé des écosystèmes ne pèse pas lourd dans la balance. Il y a à peu près une quinzaine d'années, j'ai quand même travaillé sur des problématiques de santé humaine, puis je disais souvent à la blague, je connaissais plus l'effet des contaminants dont on parlait sur la santé des moules, vous savez, les mollusques, que sur les humains. J'avais l'impression qu'on avait vraiment affaire à deux mondes scientifiques qui étudiaient le même problème, mais sans vraiment se concerter. Plus encore, on a parlé aussi tout à l'heure, le travail se fait en silo. Hein. On peut regarder même au niveau de nos gouvernements. Le ministère de l'Environnement s'occupe des polluants dans les écosystèmes, puis le ministère de la Santé s'occupe des mêmes polluants, mais sur la santé humaine. Vous comprendrez aussi qu'on ne travaille pas à la même échelle. Hein. C'est beaucoup plus facile de distinguer des effets sur la flore, sur la faune, entre autres, à cause de la durée de vie qui est beaucoup plus courte chez les humains que chez les humains. Alors, on peut se poser la question, où sont mises les priorités dans les politiques de santé environnementale quand les données tardent à sortir pour mesurer les effets de certains polluants, par exemple, sur la santé humaine? Puis, j'ai pour mon dire que ce n'est pas parce qu'on ne mesure rien qu'il ne se passe rien. C'est peut-être les outils qu'on utilise qui ne sont pas assez performants pour ce genre de toxicité-là, ce genre de substance-là. Alors, j'aimerais bien qu'on me comprenne ici. Là, moi, je suis convaincue qu'on doit étudier les effets des contaminants sur la santé humaine. Là, j'en fais quand même pas mal. Mais par contre, je pense que lorsqu'on n'a pas de réponse chez l'humain, on devrait se fier un peu plus sur ce qu'on observe dans la nature, simplement par principe de précaution, puis de prendre des mesures pour assurer la santé des écosystèmes. Moi, j'ose prétendre que lorsqu'on observe que la reproduction est compromise, par exemple chez des poissons, lorsqu'ils sont soumis à une contamination urbaine qui contient une panoplie de substances, dont des perturbateurs endocriniens, bien, je pense qu'on puisse s'imaginer qu'il y a là un danger. Il me semble qu'on doit pouvoir lever un petit drapeau rouge. C'est certain que l'humain, ce n'est pas un poisson qui n'est pas exposé de la même façon qu'un poisson qui baigne dans une soupe chimique toute sa vie. Mais on peut quand même s'inquiéter du fait que les poissons, puis nous, les humains, on a un système hormonal semblable, on est des vertébrés, et que l'eau dans laquelle baigne le poisson va se retrouver dans le robinet, par exemple, de la municipalité située en aval, avec probablement quelques substances toxiques résiduelles qui vont être bues et absorbées par les humains, mais je pense qu'il faut peut-être commencer à se poser des questions. Alors, certains spécialistes de santé publique pourront juger que ces substances, par exemple, se situent sous les seuils sécuritaires pour la santé humaine et que ce n'est pas nécessairement une priorité. Mais il me semble qu'il reste que ces substances chimiques créées par l'humain n'ont pas leur place, ni dans le corps humain, ni dans le corps des animaux. Ce sont souvent des substances qui n'existaient pas il y a 50, 60, 70 ans, puis plusieurs d'entre elles sont issues de l'industrie pétrochimique. Il
savez, l'humain, on en parlait tout à l'heure aussi, il est excellent pour trouver des solutions à des besoins souvent qu'il se crée lui-même et puis souvent qui ne sont pas essentiels. On veut un shampoing, par exemple, qui sente bon, bien, on va ajouter un petit peu de propylparabène. On aimerait avoir un détergif qui soit plus puissant, on ajoute un petit peu d'alkylphénol. Pour éviter des taches sur notre nouveau mobilier, on va ajouter des substances perfluorées. Là où je veux en venir, c'est qu'on ne doit pas banaliser le fait que tout le monde, ici, derrière vos écrans, vous avez dans votre sang et dans votre urine des substances chimiques qui n'ont pas d'affaires là. On dit qu'il n'y a pas d'effet, mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'on ne mesure pas ces effets chez les humains qu'il n'y en a pas. Parce que quand on regarde dans la nature, il y en a des effets. On voit la biodiversité diminuer, entre autres. Alors, je me dis, pourquoi on ne se fierait pas à ce qu'on observe dans la nature, puis prendre des mesures qui s'imposent pour maintenir la santé des écosystèmes, et quelque part, on va pouvoir assurer la santé humaine. Pour moi, je pense que c'est un peu là que commence la santé environnementale. Puis, c'est là qu'on peut apprécier le rôle de l'éducation relative à l'environnement. Je pourrais en parler un peu plus longuement tout à l'heure. Mais l'éducation relative à l'environnement a fait beaucoup, on en a parlé aussi tout à l'heure, par rapport, entre autres aussi, pas juste par rapport au changement climatique, pour la sensibilisation au changement climatique, mais aussi pour la gestion des matières résiduelles, par exemple, adoptées au quotidien. Puis, je pense qu'il faudrait il faut absolument que ça continue pour la santé environnementale. Alors, merci. Merci beaucoup, Lise. Très éclairant. Tu as bien mis la table pour tout le monde, pour qu'on puisse bien comprendre ce dont on parle. Merci. Je passerai maintenant la parole à Samuel, qu'on va essayer de retrouver sur... Je suis ici. Bon, bonjour. Comment ça Bonjour. va? Ça va bien, vous? Oui, très bien. Donc, content de t'avoir avec nous. Merci. Donc, fraîchement de retour de Glasgow, Oui, sur le décalage horaire. encore un peu, je dirais. Encore un peu, je suis certain que le message que tu vas nous communiquer va bien passer et il ne sera pas altéré par des décalages horaires ou autre chose du genre. Donc, je te cède la parole. Merci. Kwei, Tsibahu Gadanon au Temechek. Moi, c'est Samuel Rainville. Je suis très, très honoré d'être avec vous là, dans ce panel aujourd'hui, puis de voir vos visages dans cet univers virtuel qu'on a ouvert ensemble. Excuse-moi juste une seconde, Samuel. Oui. Une chose que j'ai oublié de dire, si vous aviez des messages à poser aux panélistes, vous pouvez le faire sur la ligne de discussion. On pourra par après rapporter vos questions aux panélistes. Excuse-moi, tu peux poursuivre. Il n'y a pas de problème. Écoutez, moi, aujourd'hui, je suis ici pas pour vous parler d'environnement, je vais vous parler de territoire, de son rôle dans la démarche de guérison, de mieux-être et dans la sécurisation culturelle aussi chez les premiers peuples. La première chose que j'ai remarqué quand j'ai commencé à m'intéresser beaucoup aux questions environnementales, climatiques, c'est le choix du vocabulaire qu'on fait. Je pense qu'on a un vocabulaire qui est très québécois. Je pense que c'est un vocabulaire qui n'est pas toujours accessible à tout le monde, incluant les peuples autochtones. Donc, j'aime utiliser le vocabulaire qui va être un petit peu plus significatif auprès des peuples autochtones. Puis évidemment, le territoire, ce n'est pas juste le lieu où on habite. Le territoire, c'est aussi un lieu de savoir, c'est un lieu d'apprentissage, c'est un lieu d'éducation. Puis, bon, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien citer des grandes personnalités autochtones comme Joséphine Bacon, qui, elle, dirait du territoire, ou en plutôt, elle dirait le Nutchimit, dirait que le territoire, c'est nos racines, c'est notre identité, c'est aussi notre langue. C'est là où on trouve nos cultures, notre nourriture, notre garde-manger, qu'elle dirait, puis aussi notre pharmacie, toutes les plantes médicinales. Moi, je suis né en territoire Innu non cédé par ailleurs. Je n'ai pas grandi en territoire Innu, j'ai déménagé souvent. Donc, je n'ai pas eu cette chance de faire mon éducation en territoire. J'ai eu une éducation extraordinaire dans les écoles québécoises, mais il y a une grande partie de l'éducation que j'aurais voulu pouvoir la faire en territoire. Aujourd'hui, grâce à la littérature, la poésie, les voix de nos aînés surtout,
on me raconte l'importance de retourner en territoire pour se retrouver, l'importance de l'apprentissage expérientiel en territoire pour le mieux-être dans les processus de guérison, mais aussi dans les processus de réappropriation de nos identités culturelles. L'importance de faire des portages, par exemple, ou d'apprendre les pratiques de chasse et de pêche traditionnelles. Toute cette expertise qu'on a cultivée depuis des temps immémoriaux, il ne faut pas qu'elle se perde, il faut qu'elle soit transmise. Il y a là aussi un potentiel de formation éco-citoyenne, mais avec une perspective autochtone, quand on réapprend nos pratiques culturelles en territoire. Pour moi, puis en fait pour les Premières Nations, il y a énormément de potentiel de l'éducation relative à l'environnement, des potentiels de toutes ces formes. D'ailleurs, je pense que le terme le plus juste serait probablement l'éducation en territoire ou avec le territoire dans ce cas-ci. Il faut voir derrière les initiatives d'éducation en territoire le potentiel au niveau de la persévérance scolaire. Il y a une lutte au niveau du décrochage scolaire qui est important de mettre l'avant dans les communautés. Mais toutes les sorties en territoire contribuent à ça. Le processus de réappropriation culturelle, ça, je vous en ai parlé. Apprendre à être en relation avec le lieu où on habite. Donc, comme quand je parle de formation éco-citoyenne, mais être autochtone, c'est être éco-citoyen. Puis finalement, de protéger l'intégrité de nos cultures, de protéger nos droits, puis les savoirs autochtones. Les observations de nos aînés sont tellement importantes. D'ailleurs, si on tendait un peu plus l'oreille de cette expertise qui se loge chez nos aînés, on aurait peut-être des réflexes peut-être plus rapides au niveau de l'urgence climatique, de la lutte climatique. Les constats sont faits depuis des générations. On n'a pas toujours besoin de refaire des études pour réaliser qu'il n'y a plus de caribous en territoire inou. J'aimerais, puis là, je pense que je peux partager, prendre quelques précieuses minutes, seulement une petite de mon temps pour vous montrer un petit vidéo. J'aime prêter ma parole à quelqu'un d'important dans ma vie. C'est Oscar Kistabiche, un aîné Anishinaabe qui travaille beaucoup avec moi. Son savoir est très important. Il va nous parler rapidement d'une initiative d'éducation en territoire qu'il pilote dans sa communauté de Pikougan. Donc, très rapidement. Nina, usesma dejne kazon. Askok stabish dejne kazon. Aïe Kandouji habite Biuni, vers Pikougan, Médéojian. Je m'appelle Askok Stabish. On m'appelle Ousseizma. Je viens de la communauté Pikougan, habite Biuni. Puis je suis ici pour rencontrer les jeunes, puis rencontrer la jeunesse, puis c'est beau. Migoch. Le camp des leadership autochtones, les jeunes, là, de 10 à 14 ans, je pense. Puis les jeunes, ils apprennent. Ils apprennent entre eux autres, mais ce qui est plus important, je pense qu'ils apprennent, ils commencent à se connaître eux-mêmes. C'est quoi leur capacité dans la vie. Ils commencent à l'apprendre. C'est très bon. C'est un beau camp pour les jeunes. Ce qui est important de les apporter, ou bien de prendre connaissance ou prendre conscience de leur capacité, oui, puis de leur identité personnelle ou leur identité, qu'est-ce qu'ils sont, puis leur identité de la communauté ici. Puis il faut aussi l'identité profonde des racines autochtones, comme le tambour, comme quelques cérémonies simples, là. Puis pour qu'ils puissent avoir connaissance de ça, parce qu'on ne les a pas toutes montrées, puis c'est bon qu'il y ait des connaissances là-dedans, puis qu'ils voient, qu'ils entendent que ça existe. Ensuite, c'est eux autres à décider après, s'ils veulent continuer dans ce voie-là. Miigwech Oscar. Oscar, d'ailleurs, qui est très généreux dans ses partages, dans mon travail aussi à l'université, qui nous parle de l'impact qu'a eu son passage dans les pensionnats sur son identité à lui, sur le respect qu'il avait aussi envers lui-même. Je pense que ça a été assez difficile. Puis, il nous parle surtout de son long processus de guérison.
Je pense qu'Oscar a passé une vie complète à tenter de se réapproprier ces cultures. Puis c'est le territoire qui l'a accompagné toute sa vie dans cette démarche de guérison. Puis c'est grâce à la réappropriation de certaines pratiques culturelles en territoire qu'il est là aujourd'hui à titre de guide pour la prochaine génération. Euh, je- en fait, ce que je voulais dire aussi par rapport à la guérison, c'est que la guérison en territoire, finalement, c'est un type d'intervention psychoculturelle qui gagne du terrain de plus en plus dans les communautés. Une autre forme aussi qu'on voit, l'utilisation du territoire, très originale et qui a beaucoup de potentiel, c'est au niveau de la justice alternative ou de la justice réparatrice. On sait qu'il y a une surreprésentation des personnes autochtones dans les prisons. On voit certaines communautés prendre un leadership derrière les alternatives en matière de justice, puis de proposer à des contrevenants de sortir en territoire, d'aller faire tout un processus cérémonial de guérison. Puis on voit qu'il y a du potentiel et que ça fonctionne, ce type d'approche-là. Une autre notion super importante que j'ai appris dans mes études, d'ailleurs, je l'ai entendu déjà, puis je pense que c'est vrai, pas juste pour les peuples autochtones finalement, c'est que la santé du territoire, c'est aussi la santé du peuple qui l'habite. On ne se cachera pas qu'il y a en fait, il y a des impacts disproportionnés des changements climatiques qui sont vécus déjà par les peuples autochtones. Si on pense par exemple à l'industrie hydroélectrique, qui inonde à chaque année les tentatives de mettre sur pied, par exemple, dans ma communauté, des initiatives d'éducation en territoire. Il y a toute l'industrie extractiviste aussi qui a des impacts sur les communautés environnantes. J'ai eu la chance de rencontrer, il n'y a pas si longtemps, d'écouter la professeure Donna Mergler qui nous parle de la contamination par le mercure dans la communauté Anishinaabe de Grassy Narrow. Elle a passé sa vie à évaluer l'impact de la contamination du mercure sur les peuples autochtones. Puis, ce qu'elle nous partageait, c'est que les gens disent, bon, pourquoi dans vos bassins de données, il y a seulement des gens dans la soixantaine, des personnes autochtones dans la soixantaine? Puis la réponse à ça, c'est parce que les gens ne vivent pas passer cet âge-là dans les communautés. Donc, ça, c'est un exemple des impacts environnementaux auprès des communautés autochtones. Je reviens à la COP26, puis évidemment, les questions autochtones sont mises de l'avant. Mais une des choses qui m'a le plus percuté, c'est la journée sur la thématique du genre. J'ai assisté à une journée de commémoration organisée par les femmes autochtones, une commémoration autour des femmes autochtones assassinées et disparues. Parce que l'industrie extractiviste, c'est aussi de la violence qui sont faites aux femmes. On voit autour des communautés autochtones avec l'arrivée des ouvriers, une hausse de violence faite aux femmes. Et pour moi, c'est super important que ça fasse partie de la conversation. Puis je terminerai peut-être en vous racontant une histoire qu'on m'a partagée. C'est une histoire qui me touche beaucoup et qui est si simple. C'est celle de l'importance du caribou pour les Inuits. Je suis Inuit. Je n'ai jamais vu de caribou encore aujourd'hui. Le caribou est un symbole hyper important pour les Inuits. C'était central au niveau de l'alimentation. Toutes sortes de modes de vie autour de ce caribou-là étaient très importants. Puis on raconte en fait que le jour où il n'y aura plus de caribou, il n'y aura plus d'Inuits, tout simplement. Et je pense qu'en sachant ça, surtout en tant que jeune autochtone, je pense qu'on a le devoir de se donner la mission d'aller de l'avant. L'urgence climatique, c'est aujourd'hui. Puis on commence tous ensemble. C'est tout pour moi, Tanishka, maintenant. Merci, Miigwech. Merci beaucoup, Samuel, de ta présentation. Le territoire essentiel, un territoire immense dont il faut prendre soin. Moi, j'ai personnellement la chance d'être souvent dans le bois et comme de fait, on observe des choses qui ne comptent pas de menterie. Et c'est important de pouvoir les écouter. Donc, je passerai maintenant à notre prochaine intervenante, Nathalie. Oui, d'abord, merci beaucoup au comité organisateur de m'avoir invité. Je vois tous les gens là, derrière vos écrans. Il y a une richesse de personnes, d'intervenants.
Moi, je vais vous partager ma petite expérience, mais je pense que si on avait la chance de discuter ensemble, on pourrait enrichir de beaucoup cet échange-là. Et je suis bien d'accord avec M. Oscar Kistabiche. La jeunesse, puis je pense que Samuel est un très bel exemple, la jeunesse est belle et très inspirante. Donc, moi, je vais vous parler aujourd'hui de pouvoir d'agir. En fait, c'est ce qui m'habite beaucoup. C'est ce qui m'a habité pendant 10 ans dans ma recherche de maîtrise. J'en profite pour remercier Lucie pour toute sa lumière et sa présence. Et aussi qui m'habite dans mon travail comme consultante en santé environnementale auprès des établissements de santé et de services sociaux. Donc, je vous partage c'est ça, ce petit bout de ma vie. Je reviendrai sur l'Anthropocène qui a été nommé par M. Deneau. Effectivement, on entre dans une nouvelle ère géologique, en fait. Et l'Anthropocène, ça signifie l'âge des hommes. En fait, c'est que nos activités humaines ont tellement de fortes répercussions sur les écosystèmes de la planète, et là, on parle de toute la biosphère, que ces activités-là vont créer des déséquilibres et vont laisser une empreinte indélébile sur la Terre, même après qu'on ait disparu. C'est assez troublant, tout ça. Jour du dépassement, j'imagine que tout le monde est à l'aise avec cette notion-là, mais pour ceux qui le sont moins, en fait, c'est la journée dans l'année où on a consommé toutes les ressources que la Terre peut nous donner. Ce calcul-là a débuté en 1970 et la date du dépassement à cette époque-là, c'était le 31 décembre. C'est pas si pire. On avait juste une journée vraiment en déficit. Et plus ça va, plus ce jour du dépassement-là se rapproche du 1er janvier. Donc, cette année, en 2021, le 29 juillet, on avait consommé toutes les ressources que la planète peut nous donner. Il y a juste en 2020, en fait, je pense que c'est le seul bon côté de la pandémie, le jour du dépassement a reculé justement parce qu'on a cessé la plupart de nos activités. Pourquoi je fais cette introduction-là? D'ailleurs, vous allez voir, je vais être beaucoup plus positive, mais là, c'est vraiment, je pense, à prendre une prise de conscience qu'on a déjà, mais c'est bon de la nommer. Et ça, c'est comme mon introduction pour parler du développement durable. Tantôt, Jean m'a présenté au début en disant que je suis consultante en santé environnementale et développement durable. Je dois vous dire que je suis très allergique au développement durable, mais malheureusement, dans le réseau de la santé, le ministère appelle ça le développement durable et il y a des comités de développement durable, mais je me donne le défi d'éduquer à la santé environnementale et on y arrive dans le réseau de la santé. Donc, développement durable, là, je pense que si on faisait le tour, tout le monde pourrait nous nommer, nous réciter la définition par cœur, mais il faut savoir que ça a été inventé par le rapport Brundtland en 1987, mais surtout pour les pays en voie de développement, pour leur permettre de se développer, mais de se développer pas à l'encontre des générations futures. Et nous, on s'est approprié ça pour pouvoir se développer en se donnant bonne conscience. On s'entend que même les sables bitumineux, les industries pétrolières font du développement durable. Donc, on voit le paradoxe ici. Mais quand on parle de développement durable, on parle de quels besoins? Les besoins de qui? La santé, elle est où là-dedans? Moi, c'est mon argument quand je parle dans le réseau de la santé. On connaît les 3 sphères, puis la santé, elle serait sous-entendue dans la sphère sociale. Mais si on ne la nomme pas, l'importance qu'on lui accorde est moindre. Et aussi, quand on pense au jour du dépassement, comment on peut se développer continuellement sur une planète aux ressources limitées? Alors, pourquoi ne pas parler de décroissance? Monsieur Deneau parlait aussi de consommer moins. Et moi, j'ajouterais consommer mieux aussi, pour notre santé aussi. Donc, peut-être consommer moins, faire moins de gaspillage, mais pour rejoindre un peu ce que Lise disait, pourquoi pas consommer des produits biologiques ou des produits cosmétiques sans perturbateurs endocriniens, par exemple. Donc, il y a cette notion-là aussi du mieux. Là, je vous invite vraiment à poser des questions sur le chat. Moi, c'est difficile, je trouve. Je vois tous vos beaux visages, c'est super, mais ça serait tellement plus merveilleux de pouvoir discuter. Santé environnementale, Lise l'a bien défini. En fait, je pense que c'est vraiment important que l'humain
arrête de penser qu'il y a l'environnement et puis il y a l'humain et sa santé. On est vraiment au cœur d'une dynamique. L'humain est au cœur d'une dynamique. La santé humaine est au cœur d'une dynamique de relations indissociables entre l'humain et les écosystèmes de vie. Et si on veut aller un peu plus dans le détail, qu'est-ce que c'est la santé environnementale? Si on dit les grands principes, c'est de reconnaître les liens qu'il y a entre la santé humaine et les écosystèmes de vie. C'est de transformer notre rapport à l'environnement. Ça, je suis beaucoup intéressée avec les jeunes ados. Dépasser aussi l'approche réactive et adopter une approche proactive. Dans le réseau de la santé, qu'on devrait appeler le réseau de la maladie, on est beaucoup en réaction, mais il faudrait travailler beaucoup plus en proaction. Évaluer les risques, évidemment, rechercher des solutions collectives à des problèmes tant en amont qu'en aval. Et tantôt, on parlait de multidisciplinaire, mais moi, je parlerais ici de transdisciplinarité. Donc, de s'intéresser aux problématiques, mais terrain. On est beaucoup du top-down, mais c'est important de s'intéresser au savoir, puis aux problématiques, aux perceptions terrain, et puis de travailler dans les deux sens, en fait. Intégrer les systèmes éthiques, culturels et politiques dans cette dynamique-là, santé-environnement. Puis, bien, évidemment, c'est ce qui m'anime le plus, c'est favoriser la participation et l'engagement des individus dans une démarche vraiment plus collective. Bon, c'est ça. Donc, moi, je vais mettre mon chapeau recherche. Je me suis intéressée au développement, au processus du développement du pouvoir d'agir. Trop rarement, en fait, on s'intéresse aux préoccupations que les jeunes ont de leur environnement et leur santé. Donc, souvent, on va leur parler de changement climatique, on va leur parler de toutes sortes de catastrophes. On va aussi, dans le cadre du cursus scolaire, parler du cycle de l'eau. Donc, de plusieurs thématiques en silo, mais rarement on va parler d'enjeux qui les touchent, qui sont proches d'eux. Pourtant, c'est vraiment là le facteur favorisant au développement d'un intérêt, d'un sentiment de pouvoir d'agir. Quand on parle aux enfants de changement climatique, il faut en parler, mais même pour nous, adultes, c'est très lourd. Donc, moi, j'ai vu des jeunes qui me disaient, Nathalie, il y a un point de non-retour, on ne peut rien faire. Un, parce qu'on est des enfants, parce qu'on ne nous écoute pas, parce qu'on ne vote pas. Donc, c'était vraiment leur sentiment, puis c'est ça qui contribue au phénomène d'éco-anxiété. Puis en plus, parallèlement à ça, on voit un déficit de nature chez les jeunes. Fait que tout ça mis ensemble, c'est difficile d'avoir des jeunes qui sont très positifs, mais malgré ça, ils arrivent pareil, ils se mobilisent, puis on voit vraiment une belle mobilisation chez les jeunes en ce moment. Donc, ce qu'on souhaite, c'est co-construire des savoirs collectifs, mais dans une perspective critique. On veut aussi favoriser le agir ici et maintenant. Tu sais, quand on parle aux enfants de développement durable, puis on dit à des jeunes de 14 ans, il faut que tu agisses maintenant pour les générations futures. On m'a dit, mais moi là-dedans, moi, je ne sais même pas si, tu sais, tantôt, c'est Samuel, je pense que tu disais, ou je ne sais pas qui disait ça, mais il hésite à avoir peut-être des enfants. Plus tard, c'est Jacqueline qui disait ça en entrée de jeu. Mais effectivement, les enfants, on hésite à avoir des enfants dans ce monde-là. Donc, c'est important de pouvoir les mettre en situation d'action dès maintenant. Développer le sentiment d'efficacité personnelle aussi. Ça se construit avec les perceptions à l'égard de nos capacités, suite à des expériences, à des actions, à des petits succès. C'est ce qui nourrit notre sentiment de compétence et notre sentiment d'efficacité. Et c'est ce qui risque de nous donner le goût de se réinvestir, de se réengager dans d'autres actions aussi. Donc, dans cette perspective-là, j'ai développé un micro-programme en éducation relative à la santé environnementale que j'ai soumis, que j'ai mis à l'essai auprès de 58 jeunes adolescents de 4e secondaire sur une année scolaire. Et c'était vraiment une co-construction de savoir tout au long de l'année scolaire. Et à la fin, les jeunes étaient amenés, à la lumière de leur expérience, de leur connaissances co-construites,
de passer à l'action pour améliorer la santé et l'environnement de leur milieu. Bon, ils ont décidé de faire un toit vert à l'école. C'était génial. Un gros processus s'est mis en branle. Plein de sous-comités. Ils ont travaillé très fort. Ils ont mobilisé toute l'école d'éducation internationale de McMasterville, mobilisé la communauté, les parents. Malheureusement, le toit vert n'a pas fonctionné parce qu'il fallait investir trop d'argent dans la capacité portante. Mais un jeune m'a dit, parce que je leur ai demandé, est-ce que vous êtes déçus que votre projet ne fonctionne pas? Et du haut de ses 15 ans, il me dit, Nathalie, tu sais l'important, ce n'est pas le résultat, c'est le processus. Je l'ai trouvé pas mal brillant et pas mal inspirant. Donc, pour les jeunes, en fait, je pense qu'il faut vraiment les amener dans des situations d'apprentissage par et pour l'action, mais dans des enjeux qui les touchent personnellement. Je vais mettre maintenant mon chapeau de consultante au niveau du réseau de la santé. Je vous dirais que là aussi, il y a une grande mobilisation. Les gens veulent agir. Il y a une grande prise de conscience. La mission d'un établissement de santé et de services sociaux, c'est de protéger et de promouvoir la santé humaine, la santé des populations. Donc, ça fait partie. Sauf que là, les gens ils veulent tellement agir que là, il faut vraiment faire attention au greenwashing. Donc, d'avoir un regard critique. Puis je vous dirais, le meilleur exemple, ce sont les masses de procédures. Là, tout le monde veut récupérer les masses de procédures, ce petit déchet qui ne pèse rien, puis qui a très peu de traçabilité. Là, maintenant, il y a des projets qui sont un peu plus cohérents, je dirais. Mais au tout début, ces masques-là étaient envoyés aux États-Unis pour faire la valorisation énergétique pour être incinérés. Puis, en fait, c'est quand on regarde l'ensemble des actions qu'on devrait faire, l'ensemble des matières résiduelles qu'on pourrait et qu'on devrait détourner de l'enfouissement, je pense juste aux matières organiques, bien, ces petits masques-là, c'est rien. Mais ça marque tellement l'imaginaire, puis il y a tellement d'éco-blanchiment autour de ça que les gens veulent absolument agir. Fait que moi, qui est pro-santé environnementale, quand je leur dis que ce n'est pas une bonne idée de récupérer ces masques-là, il y a vraiment, je vois leur réaction, puis ils se disent, mais elle est en train de devenir folle. Donc, il y a ça, donc c'est important de canaliser un peu cette volonté d'agir-là et de co-construire encore une fois des connaissances, des savoirs, de s'intéresser aussi aux besoins terrains. Là, Jean, je suis emballée, fait que tu me feras signe s'il ne me reste pas grand temps, peut-être encore une minute, c'est bon, parfait. Il y a des belles choses qui se font dans le réseau de la santé, je pourrais vous en parler pendant 3 heures, mais je vais peut-être, vu que François Reeves est le porte-parole de l'événement, puis il n'en a pas parlé au début, mais François, il y a 14 ans, a développé, a initié une belle journée qui s'appelle la Journée de l'arbre de la santé, qui nous permet de verdir, de planter des arbres dans le réseau de la santé. Ça fait 14 ans cette année. Il y a de plus en plus d'établissements qui plantent des arbres. C'est certain qu'on se dit que ce n'est pas en plantant un arbre qu'on règle tous les problèmes du monde, mais cet événement-là nous permet de verdir le terrain des établissements de santé et de services sociaux, de faire des liens avec la communauté, de lutter contre les îlots de chaleur, mais aussi de permettre des lieux communs pour, puis ça entre dans la mission d'un établissement de santé, mais pour améliorer la qualité de vie des habitants, donc les employés, les usagers, mais aussi pour faire des liens avec la communauté. Puis, je vous dirais, un autre bel exemple de santé environnementale, je vais en parler peut-être plus tantôt dans mon atelier, mais c'est un plateau de travail en insertion socio-professionnelle à l'hôpital Pierre-Boucher qui permet à des gens atteints de schizophrénie de ne pas venir à l'hôpital pour se faire traiter, mais plutôt pour y travailler. Et grâce à eux, en fait, on peut avoir une gestion des matières résiduelles dans complètement un autre paradigme. C'est-à-dire que ces matières-là, ces jeunes-là vont déchiqueter le papier nominatif, vont trier les plastiques hospitaliers pour lesquels il n'y a aucune filière de valorisation aujourd'hui. Ces matières-là vont être mises en ballot. Ensuite, au lieu de payer pour faire déchiqueter notre papier par des compagnies externes américaines, le papier déchiqueté est vendu à des compagnies québécoises comme Cascade et des redevances qui reviennent à l'établissement de santé. Et cet argent-là est réinvesti dans des projets de santé environnementale. Donc, il y a moyen
de canaliser cette énergie-là puis de faire de très beaux projets. Je m'arrêterai là-dessus. Merci, Nathalie. Donc, je vous invite à poser vos questions sur le chat si vous le désirez. J'irais peut-être, on a parlé de formation. Lise, il y a une approche particulière du réseau des femmes dans la formation de l'environnement. J'aimerais ça que tu nous en dises un mot. Et juste avant un peu, je vais mentionner qu'à la fin de la présentation, tout le monde aura, chaque intervenante aura une petite 2 minutes pour conclure sur l'éducation à la santé environnementale et l'importance d'aborder ça et d'intégrer ça dans la perspective générale de l'éducation relative à l'environnement. Mais tout d'abord, Lise, l'approche du réseau des femmes dans les formations de l'environnement, j'aimerais que tu nous en parles, s'il te plaît. Bien, un peu je ne veux pas répéter ce qui vient d'être dit, là, mais depuis, juste pour ajouter un peu à ce qui a été dit un peu tantôt, c'est depuis 2-3 semaines, c'est comme le festival des colloques de extension en environnement. Et puis, j'ai participé à plusieurs colloques en santé, sur l'agriculture durable, tout ça, où Dr. Yves était là d'ailleurs. Et puis, dans tous ces colloques-là, j'ai entendu qu'il fallait changer notre façon d'aborder les problèmes de santé environnementale et puis que la santé environnementale occupe un champ de responsabilité, comme disait tantôt Nathalie, pas seulement multidisciplinaire, mais aussi transdisciplinaire, puis aussi intersectorielle. Puis consiste à assurer la prévention et la gestion des problèmes de santé reliés à la pollution et à la détérioration de l'environnement. Alors, on disait qu'il fallait changer de paradigme, qu'on devait passer finalement à un mode préventif plutôt qu'à un mode curatif. Puis c'est pour ça que c'est de là que j'arrive à l'éducation relative à l'environnement, parce que il faut prévoir, puis pour prévoir, ben, il faut savoir. Puis, je pense que c'est là que l'éducation relative à l'environnement a à jouer son rôle. Et puis, au réseau des femmes en environnement, ça fait, je ne sais pas moi, 15-20 ans qu'on fait de la formation en santé environnementale. Et puis, on voyait à un moment donné qu'il y avait une espèce de fatigue, là, toujours avoir à se préoccuper soit de l'environnement ou toujours avoir à se préoccuper soit de la santé. Fait que là, on s'est dit qu'on va faire une pierre deux coups. Puis, on s'est dit qu'on va faire une formation pour amener à faire des choix qui vont être bons pour la santé, sa propre santé, mais aussi qui vont être bons pour l'environnement. On a juste à penser, par exemple, à adopter des modes de transport actifs. Hein. C'est bon pour l'environnement, mais c'est bon aussi pour la santé. Consommer des produits qui ne contiennent pas du tantôt, Nathalie en parlait aussi, des perturbateurs endocriniens, cultiver sans pesticides. De cette façon-là, on sait qu'en diminuant notre exposition à ces substances-là, il va en avoir aussi moins dans les égouts. Puis il va avoir moins d'effet sur moi, je parle toujours de l'eau, là, parce que c'est plus mon milieu, mais il va avoir moins d'effet sur l'environnement. Alors, c'était tout simplement cet aspect-là là, que je voulais apporter comme précision. Samuel, quand on s'est parlé pour préparer l'entrevue, tu amenais une chose qui m'apparaissait intéressante, c'est la façon dont les communautés autochtones ont répondu à la COVID-19 qui met un peu en jeu cette idée de prévention dont on parle. Donc, j'aimerais ça que tu nous en parles, s'il te plaît. Absolument. Puis je pense qu'il faut s'inspirer de la rapidité de l'intervention autochtone en matière de gestion de santé publique, là. En janvier 2019, 2020, c'était en quelle année, le début de la pandémie? Je me perds un peu, mais 3 mois avant le début de la pandémie, j'invitais des jeunes Atikamekw à venir à Montréal visiter l'Université de Montréal. Puis en janvier, les parents m'ont répondu « Non, apparemment, il y a un virus qui s'attaque aux villes à l'international. On ne veut pas aller à Montréal. » Puis je me suis dit « Wow, c'est fou. On n'entendait même pas encore parler du virus à ce moment-là. » Puis je me suis dit « Je suis en train de perdre mon projet à cause de ça. » Puis 3 mois plus tard, ben, on connaît l'histoire. Cette réactivité, pour moi, elle parle beaucoup de plusieurs choses. Ben, la première, c'est la vulnérabilité des communautés qui sont parfois plus éloignées. On ne peut pas se permettre d'avoir des virus dans les communautés quand on n'a pas d'hôpitaux pour soigner déjà nos membres. D'ailleurs, ça fait écho étrangement à des histoires du passé. On sait que
les populations autochtones ont vécu une grande diminution de personnes à cause des premiers virus quand il y a eu les premières vagues de colonisation. Si on regarde la façon que ça a été géré, c'est des mesures assez radicales qui ont été mises dans les communautés. C'est des barrières carrément, là, les communautés étaient complètement fermées, puis les membres qui étaient à l'extérieur ne pouvaient même pas y rentrer à nouveau. Donc, c'est une isolation complète. Mais il y a quelque chose de très collectif dans la manière que certaines communautés ont choisi de le vivre. Tu sais, tout le monde vit les mêmes restrictions. Puis pour moi, je pense que c'est quelque chose qu'on a vu, la disparité, si on regarde le reste de la société québécoise, on a vu nos aînés dans les CHSLD vivre des mesures beaucoup plus grandes au niveau de l'isolement comparé aux communautés que c'était l'ensemble des membres. Puis encore aujourd'hui, là, on sent qu'il y a de moins en moins de réactivité au niveau des mesures sanitaires, mais pourtant, dans les communautés, c'est toujours très ferme. À chaque fois qu'il y a un seul cas de COVID, c'est l'ensemble des milieux publics de la communauté qui sont fermés. Alors, pour moi, il y a toute une approche qui est plus réactive, plus il y a une réelle urgence. Les données sont là, les observations sont là, on connaît les risques, donc on agit très rapidement. Pour moi, il y a beaucoup de potentiel dans ce type d'approche-là. Merci. À Nathalie, qui a travaillé avec les ados et tout ça, il y a une question quand on parle de santé environnementale, quand on parle d'environnement, d'urgence climatique, et c'est un problème de santé qui pointe à l'horizon et qui est de plus en plus important, c'est toute la question de l'éco-anxiété. Donc, comment on réagit, comment on aborde un peu cette question-là de se retrouver avec des jeunes pour qui l'avenir est davantage vu comme un mur. Donc, il y a tout un travail, toute une série de questions qui se posent en termes d'éducation pour pouvoir aller au-delà de l'éco-anxiété qui paralyse pour aller vers l'action qui est absolument nécessaire pour relever les défis. Absolument. Puis, je pense qu'il faut revoir le cursus scolaire, ramener l'éducation à la santé, parler d'éducation relative à l'environnement et absolument faire un lien entre les deux. Donc, tantôt, je parlais là, qu'il y a beaucoup de thématiques ou de sujets qui sont abordés en silo. L'éducation à la santé aussi est un peu disparue de la carte au niveau du cursus scolaire et c'est un peu le rôle de tous les enseignants de parler d'éducation à la santé. Le nombre de minutes allouées à l'éducation physique dans les semaines des jeunes aussi a diminué. Donc, je pense qu'on peut agir à cet endroit-là. Comme je le disais aussi tantôt, puis comme je l'ai vraiment vécu dans ma recherche terrain, les jeunes ont trippé à être dehors, à être dans la nature. J'ai commencé mon projet de recherche en les emmenant faire du reboisement au Mont-Saint-Hilaire. Et c'était nuageux. Ça n'avait pas de bon sens, je me suis dit. Je pense que je commence ça très mal, ce projet-là, parce que je me suis dit, si plus, ça va être une catastrophe. Mais les jeunes ont vraiment adoré ça. Parce que c'est sûr qu'on leur parle d'îlots de chaleur, on leur parle de déboisement. Ils captent tout ça, ils comprennent ça. Mais là, on est allé faire du reboisement. Ils ont vu le début et la fin. Donc, ils se sont mobilisés. On a fait un projet qui était circonscrit. Donc, tout le monde a mis la main à la pâte et à la fin, ils ont vu le résultat de leur action. Puis il y avait un sentiment de fierté, puis un sentiment qu'ils avaient pu faire quelque chose. Fait que ça, je pense que c'est un petit exemple. Je pense que le fait d'aborder les changements climatiques, d'aborder des grandes thématiques comme ça, il faut les aborder, mais il faut que les jeunes, puis c'est la même chose pour les adultes aussi, il faut qu'on ait l'impression
qu'on a une portée, que notre geste peut faire une différence. Puis là, on n'est pas dans les petits gestes de « faut fermer les lumières, fermer l'eau et tout ». Là, on est au-delà de ça. Mais je pense qu'il faut sentir qu'individuellement, mais surtout collectivement, on peut faire une différence. Quand les jeunes ont parlé de leur projet de Toit vert, ils disaient « j'aurais jamais cru qu'on nous aurait autant écoutés ». Ils sont allés rencontrer le maire, ils ont présenté le fruit de leur recherche. Ce projet-là les habitait et ils sentaient vraiment qu'ils pouvaient faire une différence. Donc moi, je pense que c'est vraiment à ce niveau-là, c'est vraiment, il faut mettre les gens dans l'action. Mais dans l'action, dans des thématiques, dans des préoccupations, dans des sujets qui les concernent aussi personnellement. Merci. Lise, justement là-dessus, tu as un certain nombre de stratégies pour faire face un peu à la peur et aux freins à l'action. Comment, de ton point de vue, comment on peut aborder ces questions-là? Ben, je pense que Nathalie, tout ce que Nathalie vient de dire par rapport aux ados, on l'observe aussi par rapport aux adultes. Nous, on donne des formations sur les perturbateurs endocriniens. Alors, c'est assez perturbant. Et puis, c'est aussi angoissant, ce genre de polluant-là, la façon que ça agit sur le système. Et puis, on s'est rendu compte que nos gens étaient souvent déprimés lorsqu'ils sortaient de nos présentations. Et puis, il se disait, surtout comme c'est quelque chose qui agit plus fortement chez les enfants, puis à l'âge adulte, finalement, il se disait, ben, le mal est déjà fait, qu'est-ce que je peux faire? Hein? Il était assez angoissé, puis quand on sait que le stress, c'est aussi un perturbateur endocrinien. Ce n'est pas une bonne affaire que les gens soient angoissés par rapport à ça. Donc là, j'ai une étudiante, Jennifer Koulibaly, qui a fait son essai de maîtrise sur, justement, quelles seraient les stratégies pour éviter qu'il y ait un stress quand on fait des formations comme ça. Alors, elle a rencontré plusieurs groupes en environnement qui font de la formation en santé environnementale. Elle a épluché les sites web là, de différents organismes aux États-Unis, en France puis au Canada. Et puis, elle a ressorti quand même plusieurs stratégies qui ressemblent, c'est ce qui sont collées aux stratégies que Nathalie a observées chez les adolescents. Et puis, le fait de présenter la problématique, mais surtout d'arriver avec des solutions. Bien, le réseau des femmes de l'environnement, c'est ça qu'il fait. Il arrive toujours avec des solutions individuelles, mais aussi des solutions collectives. Puis de se coller aussi au vécu des personnes qui participent aux formations. On a dit aussi, on prend des méthodes qu'on appelle de contournement, là, comme un peu disait Nathalie, faire du verdissement communautaire, des séances de cuisine. On a fait, avec notre projet sur les toxiques dans l'eau, on a fait, je pense, c'est une quinzaine d'ateliers pour faire des produits de nettoyage, des produits cosmétiques qui ne contiennent pas de perturbateurs endocriniens. Et puis, ça permet aux gens de parler d'une problématique sans voir que de parler d'une problématique, de faire quelque chose pour régler, et puis ça permet aux gens aussi d'éviter l'isolement, d'avoir des sentiments de malaise, d'anxiété, mais on atteint le but, l'objectif, la connaissance, la compréhension. Et puis, je pense que il faut vraiment trouver des stratégies, des façons de faire pour sensibiliser sans faire peur. Parce que la pire chose qu'on peut faire, c'est que les gens deviennent défaitistes et puis qu'ils ne veulent pas agir et puis soient complètement déprimés. Parce que moi, je suis quand même optimiste. Quand on est dans l'action, puis quand on avance toujours, même si c'est au petit pas, bien, on avance individuellement, puis on avance aussi de façon collective, puis ça donne plus de force aussi pour aller demander des changements, faire des pressions auprès des gouvernements, etc. Oui. Ben, l'importance de l'action, justement. Je travaille depuis quelques années comme co-chercheur avec un groupe de recherche à l'UQAM où on travaille un peu sur les questions de bien-être psychologique et de réussite scolaire. Et ce que la recherche démontre, ça a été fait auprès de jeunes des écoles secondaires, c'est que des jeunes qui sont engagés environnementalement et socialement dans leur milieu réussissent mieux à l'école. Ça a un impact direct sur leur réussite scolaire.
et ça contribue à leur bien-être psychologique, ça contribue à diminuer les effets de l'éco-anxiété, par exemple. Et la cerise sur le sundae, c'est que ça prépare les jeunes à être actifs dans leur milieu, une fois à l'école, mais aussi à l'extérieur de l'école. Et le fait d'être engagé crée justement ce dont parlait Nathalie, un sentiment de fierté, un sentiment d'auto-efficacité sur lequel on peut construire. Et certain que moi, si on peut faire une critique un peu du type d'approche en éducation à l'environnement, et j'ai été de ceux-là parce qu'il y a eu une époque où l'information sur ce qui se passait dans le monde, les grands problèmes étaient plus facilement accessibles que l'information sur ce qui se passait dans mon coin, dans mon village. On a abordé beaucoup l'environnement comme étant l'environnement problème. Et on essayait de trouver des solutions au changement climatique, à tout ça, et on a vraiment présenté l'environnement et l'avenir du monde comme avec un gros point d'interrogation. Donc, ça nous a amené à repenser notre façon de faire, à retourner sur le territoire, si on peut dire, reprendre les propos de Samuel. Et ce que démontre la recherche, c'est qu'il y a un lien direct. Et on a un argument de plus pour une éducation à l'environnement et à l'éco-citoyenneté, parce que ce que cherche l'école, c'est la réussite des élèves. Si en plus on peut les amener à réussir, à être bien dans leur peau, à être bien dans leur tête et à être actifs dans leur société, ben, on aura réussi quelque chose d'assez intéressant. Donc, Samuel, je t'amènerais peut-être à poursuivre sur l'importance d'une éducation au territoire dans cette idée aussi d'amener les jeunes à l'action et de guérison d'une part, mais aussi de prévention par rapport aux problèmes liés à l'éco-anxiété, puis à la disparition possible et non souhaitée du caribou chez vous. Ben, je pense que tout ce que j'entends par rapport à la force de la formation éco-citoyenne, tout est vrai pour les Premières Nations. Puis la dimension qui est très, très spécifique aux peuples autochtones de l'éducation en territoire, c'est tout le volet de réappropriation culturelle, puis d'affirmation identitaire, d'empowerment des jeunes. Puis c'est de boucler la boucle du transfert des savoirs autochtones d'une génération à l'autre. Puis peut-être là-dessus, j'aimerais vous amener vers un exercice réflexif que j'avais développé pendant mon programme d'études en éducation relative à l'environnement pour vous montrer un peu pour quelles raisons, encore aujourd'hui, on travaille sur le processus de réappropriation culturelle. Donc, je vais vous amener à mon exercice que j'appelle Savoir, la forêt des savoirs. Je vais essayer de l'illustrer ici. C'est pour vous parler un peu déjà de comment fonctionnent les savoirs dans les communautés autochtones. Donc, on a cette grande forêt dans laquelle on a un arbre du paradigme des savoirs autochtones. Les racines de cet arbre, c'est nos savoirs traditionnels, nos pratiques culturelles, les langues, le lien relationnel avec notre territoire, toutes nos cultures. Le lien avec l'arbre, ce qui tient l'arbre debout, c'est le tronc, c'est nos aînés, c'est eux qui sont ancrés dans les savoirs, puis c'est eux qui les transfèrent au reste de la communauté. Il y a les branches de l'arbre qui sont tous les membres de la communauté. La jeunesse autochtone, c'est les feuilles de l'arbre. Mais il y a peu de temps de ça, dans l'épisode des pensionnats avec les politiques d'assimilation, on a coupé cet arbre en deux. On a pris les jeunes autochtones, on les a sortis de la communauté, on leur a empêché de vivre leur identité culturelle. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait un arbre qui n'a plus de branches, qui n'a plus de feuilles. Donc, on a une communauté qui est coupée en deux, qui a perdu certains membres de sa communauté. L'arbre coupé, la génération des pensionnats, des survivants des pensionnats, c'est une génération de branches qui sont tombées à côté de l'arbre. Peut-être qu'ils vivent encore de leur identité culturelle, peut-être qu'ils, comme Oscar, vont passer toute leur vie à se réapproprier leur identité culturelle ou tenter de guérir, mais c'est certain que les blessures sont bien profondes et elles sont là.
Bien, cette génération qui a passé à travers l'épisode des pensionnats a eu des enfants. Puis ces enfants-là, bien, c'est les feuilles. Les feuilles qui sont peut-être vertes pour certains, peut-être que certaines personnes vivent aussi leur identité parce qu'ils ont réussi à écouter les savoirs de leurs parents. Mais pour d'autres, les feuilles deviennent un peu brunes, perdent de la richesse culturelle. C'est une génération, la génération de ma mère, par exemple, qui se pose la question, est-ce que je veux élever mon enfant dans un univers culturel inou ou je veux l'inviter à naviguer toute sa vie dans un système québécois pour nous donner les meilleures chances? Donc, c'est ce type de réflexion que la génération des feuilles fait. Puis il y a une génération, mais ça, c'est la mienne, la génération qui me donne beaucoup d'espoir. C'est la génération qui tente du mieux qu'elle peut, dans les espaces qu'elle essaie de trouver, de s'affirmer culturellement. On a des grandes universités dans lesquelles on n'entend pas beaucoup parler des questions autochtones. Mais nos universités à nous, comme je le dis régulièrement, c'est nos aînés. Cette génération-là, c'est la génération des bourgeons. C'est celle qui va pouvoir semer des graines. C'est celle qui va pouvoir peut-être à nouveau revenir mettre debout notre forêt des savoirs. Particulièrement intéressant comme approche. Puis je pense que ça peut nous questionner aussi donc les aînés qui sont centraux dans toute la démarche. Si on regarde de façon générale dans la société québécoise, il y a aussi peut-être un clivage qui s'installe entre les jeunes générations, ne serait-ce qu'au niveau des moyens de communication et les plus vieux. Et il m'apparaît extrêmement important de pouvoir conserver ce lien-là entre des adultes qui pourraient d'une certaine façon être accusés ou mis au banc des pointés du doigt par les générations plus jeunes en disant « vous avez laissé la planète à s'en aller tout croche ». Donc, le rôle important que comme éducateur et éducatrice, on a comme médiateur, qu'on a à présenter des solutions, ne pas se gêner pour aborder ces questions-là, c'est quelque chose qui me semble extrêmement important. Et il y a des choses qui sont inquiétantes un peu, et je pense que c'est important que le milieu scolaire puisse aborder de plein front ces questions-là de santé environnementale, d'urgence climatique, d'importance de pouvoir se parler. Il y a Louise Morin qui va présenter un atelier plus tard là, où elle va parler de musiquer pour la planète, qui a publié dans Le Soleil la fin de semaine un article que j'ai trouvé fort intéressant. Elle est membre du regroupement des universitaires et où elle mentionne d'entrée de jeu qu'elle a fait l'objet d'une mesure disciplinaire pour avoir demandé d'inscrire à l'ordre du jour du Conseil de participation des enseignants un point sur les actions qui pourraient être menées à l'école pour contrer la crise climatique. C'est une intervention qui a été jugée hors de propos et non pertinente et par la direction qui lui interdit de parler de ses intérêts personnels, la survie de la planète, à ses collègues au conseil d'établissement, au CPE ou en assemblée générale. Elle indique dans son article que les changements climatiques nous obligent à repenser tout ce que le 20e siècle a produit, que ce soit nos façons de nous alimenter, de nous loger, de nous déplacer, de notre consommation des technologies et les valeurs de notre système d'éducation. Et elle réclame une véritable stratégie en matière d'éducation relative à l'environnement. Donc, on pourrait terminer un peu ce panel en venant sur la question de l'importance de l'éducation à l'environnement, de l'éducation à la santé environnementale. J'aimerais vous entendre un peu sur l'importance de ce point-là et sur ce qui devrait être fait à votre point de vue si on veut espérer un système d'éducation qui appuie cette volonté commune qu'on a d'offrir aux générations actuelles et aux générations futures un environnement sain pour des populations saines. Donc, à qui veut ouvrir le
répondre à ces questions. Nathalie, Lise ou Samuel, je vous laisse partir là-dessus avec en même temps votre petit mot de conclusion. Nathalie? Oui. Bien, moi, Ah. j'avais plein de points. Je voulais revenir sur ce que Lise et Samuel ont dit, mais je pense que je pourrais le faire en même temps pour répondre à ta question. En fait, je pense que dans notre éducation, il faut décloisonner. Il faut, encore une fois, je pense qu'on ne le dira jamais assez, il faut avoir une éducation dans, par et pour l'action. Et c'est là que je rejoins Elise quand elle disait il ne faut pas faire peur. Il faut éduquer, oui, mais sans faire peur. Mais sans faire peur, ça ne veut pas dire non plus ne pas aborder ces sujets-là. Puis, je vais juste donner un exemple de ce que j'ai vécu avec les jeunes. Il y a une intervenante, une formatrice du Réseau des femmes en environnement qui est venue parler des perturbateurs endocriniens des jeunes dans les cosmétiques. Puis c'était assez paniquant, merci. Mais on a terminé l'atelier, on était dans les laboratoires de sciences et on a fait un bon malève écologique avec des ingrédients qu'ils peuvent retrouver eux-mêmes. Donc, les jeunes sont ressortis avec, des connaissances et des stratégies, des moyens d'action, puis sont ressortis avec leur petit bon malève et ils ont été des ambassadeurs incroyables parce qu'ils ont formé tout le reste de l'école cette journée-là avec leur petit bon malève. Même chose pour l'eau. Jean, j'ai utilisé ton guide pédagogique Fleuve du Monde. Puis, on a parlé encore une fois de tous les enjeux relatifs à l'eau, les enjeux relatifs à l'eau, donc les enjeux politiques, de santé et tout. Et je leur ai donné des exemples du Burkina Faso, parce que j'étais allée là-bas, j'avais ramené des vidéos, juste de voir le rapport à l'eau. Est-ce qu'il est le même pour les gens là-bas que pour nous? Et on a fait une dégustation d'eau aussi à l'aveugle, puis les jeunes ont préféré l'eau du robinet. Donc, ça, c'est aussi un apprentissage dans l'action. On ne leur dit pas l'eau du robinet est meilleure. Vous avez dit que l'eau du robinet était meilleure. Une autre chose aussi, tu parlais, Samuel, des aînés. Nous aussi, on a un bris, je dirais, une problématique dans notre relation avec les aînés. Et j'ai amené ces jeunes-là dans une résidence pour personnes âgées à l'époque. Et je voulais juste, c'était non structuré, j'avais envie que les jeunes discutent de la relation à la santé et l'environnement avec les aînés. Puis les jeunes me disaient, mais ils ne comprennent pas ma question. Je lui demande c'est quoi l'environnement, puis ils me parlent de leur milieu de vie. Fait que c'était génial de voir aussi l'espèce de différence au niveau de la perception. Ça a été une super rencontre. Puis le deuxième groupe, les aînés, n'étaient plus habitués de nous voir arriver parce qu'on est arrivé là avec 29 élèves. Puis il y en avait qui nous attendaient dans la fenêtre, puis il y a des jeunes qui sont mis à jouer de la musique. Puis ça a fait une espèce de relation tellement harmonieuse et enrichissante. Je me dis, on ne s'occupe plus de nos aînés. On les met dans des résidences puis on les oublie. Donc, je pense qu'on a tout à apprendre aussi des Autochtones. Puis pour conclure, parce que là, je pense que c'est notre 2 minutes de conclusion aussi, Jean, si je ne m'abuse. Juste vous dire aussi que dans le réseau de la santé des services sociaux, on est de grands pollueurs. Hein. Si les établissements de santé et de services sociaux de la planète étaient un pays, on serait le 5e pollueur, plus grand pollueur au monde. Donc, comme je disais tantôt, les gens ont un désir d'agir, mais il faut agir parce que justement, il y a une génération qui a des valeurs environnementales et si l'établissement de santé n'agit pas en fonction de ces valeurs-là, ben, il n'y en aura pas. Puis on sait qu'on est en pénurie de personnel en ce moment. Donc, on doit répondre à ces valeurs-là, puis en plus de répondre à notre mission. Et je terminerai, j'ai mis dans le chat tantôt un lien. En fait, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes médecins, beaucoup de femmes aussi, qui se mobilisent, mais vraiment d'une manière fabuleuse pour pousser notre gouvernement à prendre des actions, à aller vers une carboneutralité. Je ne sais pas si on va y arriver, mais en tout cas, on peut tendre vers ça, puis à faire en sorte que le gouvernement, à pousser notre gouvernement pour qu'il mette des stratégies en place et qui aussi donne des ressources aux établissements de santé et de services sociaux pour atteindre ces objectifs-là. Donc,
Si vous regardez le lien, je vous invite à le signer. Puis, il y a des recommandations, en fait. Il y a 4 recommandations dans cette lettre-là qu'on a envoyée. Et je vous dirais que ça, en ce moment, c'est j'ai jamais vu autant de mobilisation sur la place publique des établissements de santé et de services sociaux. Et l'organisme que je dirige est très, très fier de s'associer à plusieurs regroupements de médecins juste pour qu'on puisse agir en cohérence avec notre mission. Merci, Nathalie. Ça ouvre des belles perspectives. Samuel? Pour conclure, moi, la chose que je veux mettre de l'avant, on parle d'éducation, mais je veux surtout mettre de l'accent sur l'importance des pratiques de sécurisation culturelle en éducation. Rappelons-nous que l'éducation a différents visages, des visages magnifiques. Je suis quelqu'un du milieu de l'éducation, mais il y a aussi un de ces visages qui est indissociable des politiques d'assimilation de l'histoire de notre pays. Je pense qu'il y a un lien de confiance qui doit continuer d'être bâti entre l'éducation et les communautés, puis se rappeler qu'on ne veut pas tomber dans les pièges du passé, puis d'imposer un système d'éducation qui compromet l'intégrité culturelle des communautés autochtones. Donc, c'est pour ça que je vous parle beaucoup d'éducation en territoire ou une éducation qui est en adéquation avec les valeurs autochtones. Je pense qu'il faut mettre ça de l'avant puis réfléchir continuellement à nos pratiques en éducation relative à l'environnement. Comment on peut inclure les voix autochtones, les mettre de l'avant, pas parce qu'elles sont plus importantes que n'importe qui, mais parce qu'il y a une complémentarité qui est extrêmement pertinente dans les approches. Je pense aussi qu'il y a des approches proposées qui sont gagnantes quand on met de l'avant les peuples autochtones. On a parlé notamment de nos aînés ou de l'approche en gestion d'urgence. Si on parle de la question climatique, il faut commencer à agir comme c'est une urgence. Puis les premiers peuples, on est les premiers à l'avant de ça. Puis je terminerai vraiment simplement en rappelant quelques phrases que j'ai entendues à la COP 26 qui m'inspirent beaucoup. On a passé beaucoup, beaucoup de temps et on continue encore de voir les peuples autochtones comme des victimes des changements climatiques, entre autres. Il va falloir commencer le plus rapidement possible à nous voir avec nos solutions, à nous écouter puis à nous mettre au devant des approches d'éducation et de lutte contre les changements climatiques. C'est jusqu'à maintenant. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Samuel. Lise, je te cède le micro. Bien, merci beaucoup, Samuel. Effectivement, c'est très inspirant. Merci aussi, Nathalie. Je n'ai pas énormément de choses à rajouter, sauf une petite expérience que j'ai réalisée dans les dernières années dans une école, avec des classes de 4e année entre le Québec et la Guadeloupe, où est-ce qu'on abordait une même problématique, mais avec des regards, des contextes différents. Et puis, l'école dans laquelle je travaillais n'avait pas de programme ou n'abordait presque pas le développement durable, ne connaissait pas. On a fait une petite formation sur le développement, excuse-moi Nathalie, mais j'ai la même compréhension que toi par rapport au développement durable. Et on a quand même parlé des objectifs, puis on a essayé de voir où était la santé là-dessus. Et puis, ça a été, à la fin de l'année, ce qui est ressorti dans les 2 écoles, c'était ce projet-là qui avait été le plus intéressant, alors que c'était un projet de recherche avec des chercheurs, tout ça. Puis on essayait de voir les effets de contexte, tout ça. Mais finalement, les élèves, ce qu'ils ont adoré, ce qu'ils ont préféré dans leur année, c'était toute la façon d'aborder la problématique environnementale et de santé environnementale avec le sujet qui était étudié. Alors moi, comme je disais tantôt, je suis quand même assez optimiste. Mais je pense qu'il faut pousser. Tantôt, on parlait et on disait éducation. Alors, je pense que vraiment, là, il faut continuer à avancer dans ce sens-là. Puis de toute façon, les élèves en veulent. Puis quand ils sont dans l'action, une autre chose aussi, c'est qu'il faudrait peut-être sortir des écoles pour faire l'éducation relative à l'environnement et à la santé. Aller voir ce qui se passe dans le milieu. C'est tellement important de voir comment vit l'écosystème et puis peut-être comprendre et se calquer nos façons d'agir par rapport aux écosystèmes. Alors, c'était mon mot de la fin. Merci, Jean.
Merci, merci. C'est encourageant d'entendre un peu tout ça. Donc, éducation, éducation, éducation. On a de plus en plus d'arguments qui, entre les mains, qui nous permettent éventuellement de faire davantage de revendications auprès de nos autorités à tous les échelons pour reconnaître l'importance de ce type d'éducation-là. Je salue d'ailleurs la parution très récente du manifeste de l'Internationale de l'éducation pour une éducation de qualité au changement climatique pour tous et pour toutes, qui recommande à tous les pays une plus grande intégration de l'éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté dans les programmes d'études. Je vois sur le chat l'importance aussi de la formation initiale, de la formation continue, du personnel enseignant, la même chose dans les milieux de travail. Donc, il y a plusieurs choses qui sont possibles, mais il est important de pousser et de faire front commun. La CUPER fait plus de 30 ans qu'elle mène un peu cette action-là. Comme dit sa présidente d'ailleurs, l'éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté ne doit plus être négligée par les instances politiques et reléguée à la marge des systèmes scolaires. Nous faisons partie de l'environnement. On est au cœur de ça, donc il faut, on voit les conséquences de certaines dérives qu'on a pu avoir. Il faut repenser nos façons de faire et ça passe beaucoup aussi par l'éducation. J'ai mis sur le chat le lien qui mène vers la proposition de stratégie québécoise en éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté, donc une démarche menée déjà par la coalition environnement, éducation, éco-citoyenneté. Donc, je vous invite à en prendre connaissance et à voir avec la CUPER aussi et avec vos organisations pour qu'on puisse espérer que nos jeunes puissent bénéficier d'une éducation qui ne leur présente pas simplement les problèmes, mais aussi qui les met en action pour l'avenir du monde. Donc, je vous remercie toutes et tous. Je salue aussi nos auditeurs européens, français qui nous écoutent à l'autre bout de l'océan. Pour votre information, il y a une belle petite neige qui tombe ici chez moi. Donc, en espérant qu'elle fasse une belle job en tombant dans l'eau de ma rivière. Donc, je vous souhaite à tous et tous une bonne suite de colloques. Il y a plein d'ateliers intéressants qui s'en viennent. Vous allez trouver ce qu'il vous faut, qu'on parle d'émerveillement face à la nature, de participation citoyenne, de l'urgence de changer de cap, des conséquences de la privatisation des biens communs. Donc, tous ces éléments-là qui vous seront proposés et une clôture de colloque qui promet d'être intéressante alors qu'on cède la parole aux jeunes. Donc, on en avait un avec nous. Merci beaucoup, Samuel, Lise et Nathalie, pour vos présentations.